Bonjour. Monsieur le secrétaire général nous a quittés. Non, c'est bon. Donc, j'aimerais commencer par vous saluer, Madame l'ambassadeur. Très ravi que vous soyez là. Chers amis, nos amis africains qui sont venus de loin pour être ici présents, bienvenue, marhaba. Tous nos amis, nos collègues. Ma présentation aujourd'hui va s'articuler sur trois parties. La première partie concernera les grandes tendances, ce que j'appelle macro, l'impact de la transformation digitale sur les secteurs économiques. Je vais focaliser sur l'impact sur mon propre pays, mais ce qui s'applique à mon pays s'applique à la plupart des pays. La deuxième partie concernera ou couvrira l'impact à l'échelle micro. Et je terminerai par vous parler du nouveau rôle du DSI à l'ère du numérique. Si vous le permettez, je vais commencer par vous introduire un Coréen. Il s'appelle Lee Sedol. Ce monsieur était jusqu'à 2016 le champion mondial d'un jeu très populaire en Asie, en Chine, en Corée, au Japon, qui est le jeu du Go. C'est un jeu stratégique, c'est un jeu d'anticipation, c'est un jeu où il y a autant de permutations qu'il y a des étoiles dans le ciel. Et le champion mondial de ce jeu, il a presque le statut de Dieu dans ces pays-là. Alors, en mars 2016, M. Sedol tenait tête à un ordinateur qui fonctionnait sur la base d'intelligence artificielle. Cet ordinateur s'appelle AlphaGo. Et ce qui s'est passé ce jour-là est historique. AlphaGo a gagné Lee Sedol. 4 manches à 1. 10 ans auparavant, on ne pouvait pas imaginer qu'un ordinateur pouvait battre le champion mondial du Go. Et pourtant, c'est arrivé. L'intelligence artificielle a atteint un niveau de sophistication et de puissance tel que, si on devait comparer le jeu du Go avec le jeu des échecs, et vous vous rappelez qu'en 1995, notre ami Kasparov avait perdu contre Deep Blue. Vous vous rappelez de Deep Blue, n'est-ce pas? La différence entre le Deep Blue d'IBM, c'est que Deep Blue fonctionnait avec une force brutale. L'ordinateur pouvait anticiper les différentes manœuvres de l'adversaire. C'était assez facile pour un grand ordinateur, pour un ordinateur puissant. Mais il était très difficile d'imaginer qu'un ordinateur pouvait anticiper et se préparer, et préparer toute une stratégie d'approche dans le jeu du Go, qui, comme je viens de le dire, c'est un jeu d'anticipation, c'est un jeu de stratégie. La vérité est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, a atteint un niveau tel que on doit se poser la question de savoir où est-ce qu'on va aller avec cette intelligence artificielle. Il y a une théorie qui dit la chose suivante, c'est qu'il y a un moment qui va arriver, dans un futur pas très lointain, où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion d'intelligence. Ce phénomène porte un nom. Ce nom, c'est la singularité technologique. Le jour où on atteindra la singularité technologique, maintenant il y a ceux qui pensent qu'on va y arriver d'ici 10 ans, il y a d'autres qui disent que ce n'est pas possible, on va y arriver d'ici 20 ans ou 30 ans, mais on va y arriver. Moi, je prie Dieu qu'il me donne longue vie pour que je vive cet instant-là, parce que ça va être l'un des phénomènes les plus fabuleux qu'ait connu l'humanité. Là, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit que lorsque l'intelligence artificielle, cette explosion d'intelligence va arriver, le monde va connaître une prospérité absolument extraordinaire. Tous les problèmes de l'humanité vont être résolus, la malnutrition, la pauvreté, les maladies, etc. Il y a une autre école qui est beaucoup plus pessimiste, celle-là,
et qui pensent que ce sera peut-être le début de la fin de l'humanité. Je vous laisse le soin d'explorer ce thème, mais c'est très intéressant. Il faut googler ce thème, singularité technologique, et c'est vraiment passionnant. Certains d'entre vous pourraient penser que ceci relève de la science-fiction et que c'est lointain de toutes les manières. Là, vous vous tromperez. Parce que la vérité, c'est que l'intelligence artificielle, elle a déjà eu et est en train d'avoir un impact sur toute activité économique et sociale. Et pour vous donner un exemple, je parlerai de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, comme vous le savez, c'est la convergence entre l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets et l'impression 3D. On peut traiter chacun de ces thèmes séparément parce que chacun a un impact absolument extraordinaire, mais l'industrie 4.0, elle est déjà là. Et la question qui se pose pour nous, c'est quel serait l'impact de l'industrie 4.0 sur notre économie, sur nos secteurs économiques? C'est une question tout à fait légitime. Alors, voyons voir. L'industrie 4.0, elle est en train de changer non seulement le secteur industriel, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que les grandes entreprises européennes, américaines et surtout chinoises de plus en plus sont capables aujourd'hui, avec l'industrie 4.0, de produire plus, de produire d'une manière plus efficiente et de produire à un moindre coût. Et donc la question qui se pose pour nous, en Tunisie par exemple, nous avons suivi depuis les années 70 un modèle économique qui est basé sur un facteur très important qui est celui de l'avantage comparatif en termes de coût de la main-d'œuvre. Ben, mes amis, c'est fini. Il faut qu'on réalise cela. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Prenons le secteur textile en Tunisie. Le secteur textile en Tunisie utilise, ou plutôt fait employer 170 000 personnes. Il y a une machine qui a vu le jour aux États-Unis il y a 1 an, qui s'appelle SewBot. Vous pouvez faire la recherche sur Google, S-E-W-Bot. Chaque fois qu'il y a bot, c'est-à-dire robotique. Cette machine est capable de produire, tenez-vous bien, 800 000 articles par jour, et elle n'a besoin que de 10 personnes pour la faire marcher. Vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, n'importe quel modèle, 800 000 articles. Quand vous pensez que Lacoste, que vous connaissez, vend entre 10 millions et 12 millions d'articles par an dans le monde, il y a quand même matière à se poser la question si cela va avoir un impact sur notre industrie textile. C'est une question légitime, n'est-ce pas? Prenons un autre secteur dont on est très fier, un secteur qui a vu le jour dans les années 70, qui est le secteur offshore. Le secteur offshore en Tunisie, quand on regarde la balance des paiements de notre pays, c'est lui qui lui donne l'éclat qu'elle a en termes de complexité, en termes de contenu technologique de nos exportations, en termes de Forward Integration Index, Backward Integration Index, tout cela, tous les indicateurs placent en fait la Tunisie parmi les leaders dans toute la région d'Afrique et du monde arabe. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que la valeur ajoutée de ce secteur offshore est quasiment nulle et que les chaînes de valeur du secteur offshore qui sont connectées aux chaînes de valeur globales, et c'est la réalité, et la Tunisie prend la première position en termes de connexion dans les chaînes de valeur globales, mais c'est notre secteur offshore qui nous donne cette distinction. Mais le secteur offshore, c'est quoi? Ce sont principalement, ce sont des grandes entreprises européennes qui ont décidé de tirer profit du fait que nous avons de la bonne main-d'œuvre, mais pas très qualifiée, pour être honnête, mais qui coûte beaucoup moins cher, de venir en Tunisie, de faire de la transformation, de réexporter les produits qu'ils auraient produits en Tunisie. Et c'est ainsi que nous intégrons les chaînes de valeur globales. Si demain, ces entreprises vont pouvoir produire la même chose à un coût moindre
à une efficience plus importante et avec la pression que le changement de la pyramide des âges dans ces pays en Europe est en train de mettre sur le marché de l'emploi parce qu'il y a de moins en moins d'ouvriers qualifiés, eh bien ces entreprises, et c'est déjà le cas, vont rapatrier leurs activités en Europe. Les États-Unis l'ont déjà fait. Lorsque M. Trump, qu'on prenait pour pas très intelligent, a décidé de rapatrier les emplois vers les États-Unis, vous allez être surpris, il a réussi. C'est 360 000 emplois pendant les 3 dernières années qui sont retournés aux États-Unis. Ça va être la même chose en Europe. Ce phénomène a un nom. Et j'aurais tant souhaité que nos politiciens, qui s'arrachent les cheveux à longueur de journée, se penchent sur cette question. Ce nom, c'est reshoring. Offshoring, reshoring. Le retour des entreprises vers l'Europe. Il y a combien d'emplois dans le secteur offshore en Tunisie? À peu près 450 000. Je ne dis pas que du jour au lendemain, nous allons perdre 450 000 emplois, mais je dis que si on ne commence pas à réfléchir dès maintenant à ce risque, qui, à mon avis, est un risque certain, et si on ne se prépare pas, ce serait trop tard lorsque le phénomène prendra de l'ampleur. Même chose pour les services. Monsieur le secrétaire général de l'association professionnelle des banques maghrébines le disait tout à l'heure, aujourd'hui les banques font face à un phénomène similaire, qui est le produit de cette transition digitale. 85% des transactions bancaires en Europe aujourd'hui sont des transactions digitalisées. De plus en plus de gens ne vont jamais à leur agence bancaire. Ils ne savent même pas où elle se situe. Et par conséquent, c'est la mort de l'agence bancaire. Et en fait, si le cadre réglementaire en Tunisie, comme c'est le cas dans d'autres pays, le permettait, Tunisie Télécom serait l'une des plus grandes banques en Tunisie. Je me réjouis de la présence de Sifad El-Kraïm parmi nous, le président de Tunisie Télécom. Sauf qu'en Tunisie, nous avons l'art de serrer les choses. On serre tellement jusqu'à ce que ça casse. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore de mobile payment en Tunisie, alors que le Kenya est considéré comme étant le pays qui a la plus grande pénétration de mobile payment. Je ferme la parenthèse. Même chose pour l'assurance. Le métier d'assurance va complètement changer. S'il y a nos amis assureurs ou si vous travaillez dans les DSI d'assurance, vous devez en être tout à fait conscient. Pourquoi? Parce que historiquement, l'assurance c'était quoi? C'était compenser l'assuré pour un sinistre, ou contre un sinistre. Eh bien, demain, ça ne va pas être le cas. Demain, l'assureur va gérer le risque en amont. Et c'est les nouvelles technologies qui le permettent. Et c'est le blockchain qui va le permettre. Le blockchain et les contrats intelligents et l'Internet des objets fera de sorte demain que si vous quittez votre maison pour aller en vacances et qu'il y a une inondation comme on en a eu hier, eh bien, tout est activé automatiquement. La compagnie d'assurance aurait pris soin de signer des contrats de sous-traitance avec des boîtes spécialisées. Le déclenchement se fait automatiquement parce que les détecteurs aujourd'hui, justement, qui rentrent dans le cadre de l'IoT, de l'Internet des objets, permettraient de détecter qu'il y a eu une inondation dans votre maison. Il y aura intervention alors que vous êtes toujours en vacances. Et le contrat intelligent, smart contract, que vous aurez signé avec la compagnie d'assurance, s'active automatiquement. Et quand vous retournez de vacances, vous allez trouver le chèque s'il y a lieu de vous payer un chèque. Voilà l'assurance de demain. Je simplifie, mais c'est ça l'idée. L'autre point pour l'assurance, c'est que le client va reprendre sa place d'honneur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nos assureurs ne regardent pas le client. Ce qu'ils regardent, en fait, c'est un pool de risques. Et leur métier, c'est d'optimiser ce pool. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a de nouveaux arrivés dans l'industrie des assurances, il faut un tapage monstre en termes de marketing pour augmenter le pool. Parce que plus le pool augmente, plus le risque diminue et plus il gagne de l'argent. Demain, le client sera central. Et donc, par le passé, une fois par an, vous recevez un appel de votre assureur pour vous rappeler que votre assurance auto doit être réglée.
Demain, vous allez recevoir beaucoup d'appels de votre assureur pour vous présenter des services nouveaux. Et c'est des services qui sont principalement le résultat de cette transition digitale que connaît le secteur. Tous les secteurs économiques vont être touchés. Tous. Prenons le cas de l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, en agriculture, on a beaucoup parlé de l'ALECA, et si la Tunisie était prête à cela ou pas, on parle de champs connectés. Et les champs connectés, c'est quoi? C'est en fait l'Internet des objets, encore une fois, des détecteurs qui sont placés dans le champ, qui, à n'importe quel moment, estiment le taux d'humidité, etc., les pesticides et tout. Et maintenant, c'est les drones qui sont envoyés, et pas envoyés n'importe comment. Ce sont les drones qui arrosent donc, ces champs-là avec donc, les pesticides qui sont nécessaires, mais à des quantités moindres. Ce qui fait que nous préservons la santé des consommateurs. En parlant d'agriculture, vous savez que l'un des plus grands problèmes de l'agriculture, c'est les circuits de distribution, le QOFA. C'est-à-dire que le coût du produit agricole final, lorsqu'il arrive au consommateur, il est amplifié tout simplement à cause de l'intermédiaire. En Inde, par le biais du blockchain, ils ont pu faire sauter l'intermédiaire. Non seulement ça, mais avec le blockchain, on peut savoir exactement la tomate ou la pomme de terre qui est dans votre plat, d'où elle vient et de quel champ elle vient. Vous voyez comment est-ce que la technologie, elle est en train de changer tout, absolument tout. J'aimerais vous donner un autre exemple, qui celui-ci est très indicatif du changement du business plan. J'ai parlé de la banque, j'ai parlé de l'assurance. Parlons de McDonald's, que vous connaissez tous. McDonald's, il fait des burgers, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite start-up en Californie qui s'appelle Momentum Technologies, qui a pu mettre en place un ordinateur qui marche sur la base de robotique et d'intelligence artificielle, qui peut, cette machine, hein, donc c'est une machine qui fabrique des burgers, sauf qu'elle fabrique 400 burgers par heure. Alors que le restaurant le plus efficient de McDonald's ne fabrique que 140 maximum. Et ça dépend de quel burger on parle. Est-ce que c'est le burger simple ou bien le burger à étage? Cette machine va très probablement faire disparaître le business model que McDonald's, qui est un géant extraordinaire, un géant bien établi, qui aujourd'hui, je peux vous assurer, il perd sommeil. Et d'ailleurs, ceux qui ont goûté le burger de cette machine assurent que le goût est encore meilleur que celui de McDonald's. Donc, vous voyez ce qu'on appelle les disruptions qui vont toucher tous les secteurs. Ça vous intéresse, parce que cette échelle macro dont je parle, ça va vous toucher ultimement, chacun de vous, dans votre métier. Je parlerai de votre rôle dans un instant. Bon, donc, tout ça fait que il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe. Parce que ces transformations, c'est un tsunami qui est en train de voir le jour, et vous le savez très très bien, alors que la technologie avant, et quand on faisait un investissement des fois de millions de dollars, c'est des investissements sur le long terme, sur le moyen terme. Aujourd'hui, vous devez être conscient de ces transformations sur le court terme, parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Alors parlons un peu maintenant de l'impact que ceci va avoir sur les entreprises directement. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous rappeler le cas de Thomas Cook. Vous vous rappelez de Thomas Cook, n'est-ce pas? Thomas Cook, du jour au lendemain, il a fait banqueroute. La vérité, ce n'était pas du jour au lendemain. Et si on était assez intelligent, on aurait eu un service d'intelligence économique qui aurait assuré le suivi de Thomas Cook
dès qu'il a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi est-ce que Thomas Cook a eu des problèmes? Thomas Cook a eu des problèmes, et vous avez vu l'impact sur nos hôtels. Énorme. OK? Thomas Cook a eu un problème parce qu'il n'a pas anticipé la transition digitale. Il n'a pas anticipé le changement de comportement de ses clients. Parce que le client, il a changé, son comportement a changé. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut que vous aussi, vous soyez conscient de ça. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Thomas Cook offrait des packages, c'est un tour opérateur, pour 300 € la journée. Vous pouvez aller en Tunisie pour bénéficier du soleil tunisien et manger à votre faim avec des produits subventionnés et avoir a good time, 300 €, 400 € ou 500 €. D'accord? Le touriste ne veut plus de ça. Il ne veut pas aller pour 2 semaines, il veut aller pour 1 semaine, il veut aller pour 10 jours. Il veut calibrer son voyage, il veut partir un jeudi, revenir un vendredi. Il veut choisir sa destination. Il ne veut pas que ce soit dans le cadre d'un package. Il veut visiter l'hôtel avant de prendre l'avion. Il veut faire une visite virtuelle de l'hôtel ou une visite augmentée de l'hôtel. Il veut choisir son avion. Il veut choisir l'heure du départ et choisir aussi le retour. C'est un fait. Plus que ça, je vais vous dire, 80% des clients, des touristes potentiels qui utilisent Booking.com, ça c'est une autre histoire, j'espère que j'aurai une autre occasion pour vous parler de ça parce que c'est très passionnant. Mais vous avez certainement entendu parler de Booking.com, ok? 80% des gens qui veulent voyager, des touristes, veulent aller dans des sites éco-friendly, c'est-à-dire qui respectent l'environnement. 40% de ces touristes potentiels cherchent d'une manière active ces sites. Alors imaginez demain, si un touriste, parce que ça va se passer, n'est-ce pas, cherche un site éco-friendly en Tunisie. On en a combien? Vous comprenez ce que je dis? On en a combien? 0. Préparer l'avenir, c'est être conscient de toutes ces données, être conscient de ces changements de comportement. Thomas Cook a payé le prix fort alors que c'est une boîte extraordinaire. Thomas Cook avait 100 avions. Elle a été créée dans les années 1800. Et Kwame, d'ailleurs, avant elle, elle a péri, justement, parce qu'ils n'ont pas anticipé ces changements qui proviennent justement de cette transition digitale. Prenons un autre exemple qui est très intéressant, celui-là, celui de la transition énergétique. Vous allez me dire, transition énergétique, ça n'a rien à voir avec l'Internet des objets, avec l'intelligence artificielle. Vous vous trompez. Je vais vous annoncer quelque chose. Dans les 10 ans à venir, l'énergie sera distribuée par Internet. C'est tout le secteur énergétique qui est en train de connaître un bouleversement absolument extraordinaire. On est en train de passer d'une industrie qui était verticale, avec les grandes centrales qui produisent l'énergie, à un système horizontal. Alors c'est quoi le système horizontal et comment est-ce que la transition digitale est en train de créer ce nouveau modèle? Eh bien, vous savez, en Allemagne aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des maisons, sur les toits, il y a des panneaux solaires. À vol d'oiseau, c'est ce que vous allez voir. Chaque maison produit de l'électricité. Chaque maison, chaque usine, chaque immeuble. De sorte à ce qu'aujourd'hui, en Allemagne, 40% de l'énergie qui est produite est une énergie renouvelable. Je vous invite à aller étudier le cas de la Costa Rica, qui produit 100% de son énergie
à partir de sources d'énergie renouvelable, du Nicaragua, des pays nordiques. C'est des exemples, mentales. Allons voir ce qui se passe. Alors que chez nous, je vais vous donner une petite estimation, vous pouvez la vérifier, 1,5% du Sahara, 1,5% du Sahara peut produire les besoins énergétiques du monde entier. Et ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est que le tiers de notre déficit commercial est dû justement à l'importation énergétique, et c'est la même chose pour notre facture, c'est-à-dire sur le fonds de subvention. Cette transition énergétique a fait de sorte à ce que les 4 plus grandes entreprises qui produisent de l'électricité en Allemagne, qui faisaient partie des 100 plus grandes entreprises il y a à peine quelques années, sur la bourse de Francfort. Elles faisaient partie des 100 plus grandes. Aujourd'hui, elles ne figurent plus. L'une d'entre elles, ça fait maintenant 3 ans qu'elle essaie de vendre ses activités. Personne n'achète. Pourquoi est-ce que personne n'achète? Parce que tout le monde a compris que c'est fini. Même chose pour le transport. Bon, donc je ne vais pas trop élargir là-dessus, mais je pense que le message, il est clair. Donc ici, la question qui se pose, c'est s'il y a une transformation et un impact au niveau de l'industrie, au niveau du secteur, et là j'ai cité plein de secteurs aujourd'hui, mais je peux en citer d'autres, il y aura un impact sur l'entreprise. C'est certain. Et donc, si l'entreprise, prenons le cas de l'hôtel, si l'hôtel ne se prépare pas dès maintenant à permettre à son client futur de le visiter, à faire les démarches qu'il faut pour obtenir la certification éco-friendly, donc il se prépare justement à répondre aux besoins nouveaux, parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et même en Asie, sur l'importance de l'environnement et de la préservation de l'environnement. C'est un fait. Ça ne va pas avoir un impact peut-être tout de suite. Ce changement ne va pas se produire très rapidement, mais beaucoup plus rapidement qu'on aurait pensé. Ça, je peux vous l'assurer. C'est déjà le cas. Et si on continue à dépendre des tours opérateurs, c'est la catastrophe. Au niveau des services, même chose. J'ai cité le cas des banques et des assurances, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, à tous les niveaux. À telle enseigne que, et c'est établi, on estime que d'ici 20 ans, ces changements, cette transition digitale va faire perdre entre 50 à 70% des emplois qui existent aujourd'hui. C'est un fait. Donc je vous donne cette information. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous êtes chef du gouvernement, vous êtes dans le gouvernement et vous réfléchissez au futur du pays, au présent et au futur. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais vous dire, il faut changer de fond en comble notre système éducatif. C'est aussi simple que ça. Table rase. Parce que si on continue avec le système actuel, c'est la catastrophe. N'est-ce pas, sujet? C'est vraiment matière à réflexion. Si je vous donne même une simple hypothèse que d'ici 2050 ou 2045, entre 50% des emplois, des postes d'emploi qui existent aujourd'hui et 70% vont disparaître. Il y a un job qui ne va pas disparaître, c'est le vôtre. Hein. Sauf qu'il faut y travailler, attention. Et alors justement, j'aimerais parler, pour terminer, sur the changing role, c'est-à-dire le nouveau rôle du DSI. Vous l'avez compris, le DSI, historiquement, c'est quoi? Il avait pour responsabilité, moi, durant ma carrière, j'ai toujours travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec des collègues absolument extraordinaires. Et le DSI, c'est capital. D'ailleurs, là, je vais vous raconter une petite histoire, juste pour faire rire, parce que quand même, je crois que je vous ai déprimé un tout petit peu. Il y a une usine qui est tombée en panne parce que l'ordinateur ne marchait plus. Les anciens, donc le Kbar. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle
On appelle l'ingénieur, donc le spécialiste externe, pour venir réparer l'ordinateur, parce que l'usine est à l'arrêt. Alors le monsieur vient, il constate un tout petit peu le problème, il prend un tournevis qu'il avait dans sa poche, il tourne le vis et l'ordinateur commence à fonctionner normalement. Alors le patron de l'usine, il reçoit une facture plus tard, et cette facture, on colle au fait à 1000 $. Il était outré. Mais j'ai vu le monsieur rentrer, il est rentré, il a pris de sa poche un tournevis, il a tourné le vis, il a vu le truc. C'est pas 1000 $ quand même. Alors, une facture, donnez-moi une facture détaillée. Alors, d'accord, je vais vous envoyer une facture détaillée. Et cette facture, elle dit transport, 100 $, diagnostic, 100 $, faire tourner le vis, savoir quel vis tourner, 800 $. Savoir quel vis tourner. Et c'est vraiment ça. Parce que vous avez justement cette capacité, ou vous devriez l'avoir, de savoir quelle technologie utiliser, comment l'adopter. Et le timing, il est absolument important. Mais votre rôle, il va changer, si ce n'est pas le cas, il va changer complètement. Et je vais vous dire comment. Il va changer d'un rôle de back-office à un rôle de front-office. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a à peine 10 ans. Chief Information Officer, est-ce que ça existait? Chief Data Officer, est-ce que ça existait? Big Data Officer, est-ce que ça existait? Ce sont des métiers nouveaux. Ce sont vos métiers. Mais l'autre chose qui est la plus importante, c'est qu'en passant du back-office au front-office, vous allez passer au front-office. Parce que la question, le jour où votre patron va vous appeler, il ne va plus vous poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Il va vous poser la question, comment est-ce que je gagne plus d'argent? Donc vous allez faire partie, vous allez contribuer à optimiser le business, à augmenter les revenus qui sont générés par le business. Comment? Justement, si vous n'êtes pas informé, si vous n'êtes pas au parfum de ce qui se passe dans votre industrie, si vous n'avez pas cette capacité d'anticiper, si vous n'avez pas un œil vigilant sur ce qui se passe chez le concurrent, c'est votre compagnie qui peut perdre sa place, pas vous. Évidemment, vous allez perdre, enfin, même si elle ferme, vous allez trouver un autre emploi, parce que comme je vous l'avais dit, pas de souci pour vous. Mais quand même, cette anticipation, elle est absolument capitale. J'espère vous avoir donné plein d'exemples aujourd'hui pour justement vous dire que votre place aujourd'hui, elle est de plus en plus dans le front office. D'ailleurs, et ça vous pouvez le vérifier, de plus en plus de data center managers ou de responsables, de chief information officer ou de chief data officer siègent au conseil de l'entreprise. Parce que tout le monde l'a compris aujourd'hui, le jeu, c'est un jeu technologique avant tout. Je vous remercie.